Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RCJ. En ce moment même, le vice-président américain est aux États-Unis. Qu'est-ce que peut attendre Israël de la sécurisation, entre guillemets, de l'accord de cessez-le-feu? Qu'est-ce qui est aujourd'hui possible pour que, justement, cette situation soit garantie? La principale préoccupation à ce stade, évidemment, est la rétribution par le Hamas des victimes israéliennes restantes dans la bande de Gaza, des otages qui ont été tués par le Hamas. Et donc, tant que toutes les dépouilles n'auront pas été retournées à Israël, eh bien, on ne pourra pas avancer avec l'accord de cessez-le-feu. Mais je pense que la préoccupation également des États-Unis est qu'il n'y ait pas une reprise des combats en dépit des violations pour l'instant de l'accord par le Hamas. Donc on est encore dans une période d'attente où le Hamas prétend ne pas trouver toutes les dépouilles. On l'a vu il y a quelques jours, a même tiré sur des soldats israéliens, a tenté de franchir la fameuse ligne jaune de démarcation entre les forces israéliennes et les forces du Hamas. Donc les États-Unis à ce stade essaient d'empêcher une reprise des combats, de préserver le cessez-le-feu, mais pour Israël, évidemment, la priorité reste le recouvrement de toutes les dépouilles. Le fait que, apparemment, en tout cas selon une source de l'armée israélienne, un journal américain, qui est toujours 20 000 combattants du Hamas, alors que 20 000 autres sembleraient avoir été éliminés, est-ce que ça représente un vrai danger pour Israël? Le Hamas représente toujours un danger, évidemment, tant qu'il n'a pas été désarmé, et son désarmement fait partie du plan Trump. Il est clair que le Hamas ne constitue plus la menace qu'il constituait il y a encore 2 ans avant le 7 octobre. Il a été extrêmement diminué, mais pas éliminé. D'où la nécessité de le désarmer, ce qui fait partie évidemment du plan Trump. C'est une condition sine qua non pour avancer dans l'application de ce plan. Sur justement le désarmement du Hamas, J.D. Vance dit que ça va prendre du temps, beaucoup de temps. Concrètement, comment on permet le désarmement d'un mouvement terroriste? Alors, c'est une question très importante, évidemment, dans la mesure où le Hamas ne va pas se désarmer par lui-même et il faudra qu'il soit contraint et forcé. La question est de savoir qui le fera. À part Tsahal, l'armée israélienne, on voit difficilement qui a la capacité et la volonté de le faire. Ceci étant dit, il y a un autre élément à prendre en considération, à savoir la pression de la population gazaoui sur le Hamas. Je vous rappelle quand même que le Hamas a non seulement commis des atrocités évidemment contre Israël et les Israéliens le 7 octobre et depuis, mais surtout il a fait tomber une catastrophe sur les Gazaouis eux-mêmes, où finalement 2 millions d'habitants vivent dans un territoire complètement détruit, et le Hamas devra rendre des comptes à cette population. Et donc, oui, il y a la pression israélienne pour désarmer le Hamas, mais il y a également la pression de la population gazaoui qui finalement aujourd'hui vit dans des conditions intolérables à cause du Hamas, et le Hamas devra rendre des comptes également à cette population. Il y avait la semaine dernière une habitante du kibbutz Kerem Shalom à la frontière avec Gaza qui nous disait on est otage, à la fois les Gazaouis et les populations frontalières de Gaza en Israël, on est otage du Hamas. Une fois que ce désarmement aura pu être opéré, est-ce qu'il y a une vraie sécurité qui pourra revenir aux frontières d'Israël, ou en tout cas au moins à cette frontière-là pour ces habitants qui sont vraiment à quelques mètres en réalité? Aujourd'hui, ces habitants ne vivent plus dans la situation qui était la leur avant le 7 octobre. À savoir, avant le 7 octobre, ils vivaient à la frontière d'un État de facto surarmé, avec des tunnels, des missiles, et puis cette capacité qui a malheureusement été prouvée de briser la frontière. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Le Hamas, l'essentiel de son arsenal a été détruit. Il n'a plus la capacité aujourd'hui de faire ce qu'il a fait le 7 octobre. Il n'en reste pas moins, évidemment, qu'il n'a pas complètement disparu. Il y a d'autres groupes terroristes tels que le djihad islamique, et qu'il est évident que la sécurité des résidents du sud d'Israël, frontaliers de Gaza, mais de tout le pays, dépend avant tout de la capacité et de la volonté d'Israël de défaire ses ennemis. Parce qu'il faut bien comprendre que
nos ennemis sont motivés par une idéologie démentielle et qu'ils ne cesseront jamais d'essayer de nous détruire. D'ailleurs, comme ils le disent ouvertement, le Hamas, les dirigeants du Hamas ne cessent de dire que s'ils le pouvaient, ils referaient un 7 octobre, on démultiplié. Le régime de la République islamique qui orchestre tous ces groupes islamistes contre Israël est toujours en place. Donc la volonté et la capacité de nos ennemis n'a pas disparu, même si cette capacité a été, bien entendu, et heureusement, très mise à mal après 2 ans de guerre. Face justement à ce risque, en tout cas cette volonté de destruction d'Israël toujours vivace chez ses ennemis, chez ses terroristes, est-ce que Israël aujourd'hui, après ces 2 ans, fait preuve, alors nécessairement de plus de clairvoyance, on s'en doute, mais est-ce qu'il y a des éléments concrets, sécuritaires, institutionnels qui ont été changés pour que demain, 7 octobre, ne puisse plus avoir lieu? Alors, il faudra effectivement, et on en parle beaucoup ces jours-ci en Israël, établir une commission d'enquête pour tirer les conclusions du 7 octobre. Il est clair qu'il faudra vérifier les raisons pour lesquelles cette catastrophe a eu lieu, en tirer les conclusions. Cette commission, évidemment, on sait que c'est un sujet controversé en Israël entre l'opposition et la coalition, mais il faudra qu'une commission, de toute façon, soit établie, tire des conclusions et que ces conclusions, eh bien, elles aient des conséquences sur la politique sécuritaire d'Israël ces prochaines années, parce qu'il y a eu là un échec, il faut bien le reconnaître, un échec énorme, aussi bien des élus, des dirigeants, que de l'armée, des différents corps de sécurité d'Israël. Donc il faudra que cette commission d'enquête soit établie et que ces conclusions soient mises en place dans la stratégie sécuritaire et militaire d'Israël ces prochaines années. Ça aussi, on s'en doute, une influence sur la politique intérieure israélienne. On a vu la rentrée de la Knesset qui a été assez mouvementée. La perspective de nouvelles élections, elle se fait, en tout cas pour l'instant, autour de ce prisme, de ce sujet principal du 7 octobre. Alors, Israël ne sera jamais plus le même après le 7 octobre, c'est évident. Les élections, de toute façon, auront lieu en 2026. La date la plus tardive est celle fixée par la loi, à savoir l'automne 2026, le mois d'octobre ou le mois de novembre. Il est possible qu'elles aient lieu avant, comme c'est souvent le cas en Israël. Mais quelle que soit la date des élections, il est clair que le 7 octobre pèsera lourd dans la campagne électorale et dans le choix du futur leadership israélien pendant ces élections. Il y a là un traumatisme très profond, mais également à côté de ce traumatisme très profond, une société israélienne qui s'est révélée comme étant extrêmement solidaire et déterminée, une nouvelle génération de jeunes qui se sont beaucoup sacrifiés pour leur pays et qui veulent un leadership différent et nouveau. Et je pense que l'une des choses qu'a révélé cette guerre, c'était cet écart énorme entre la médiocrité de la classe politique et la qualité de la société israélienne. Et on voit de plus en plus de gens dans la société civile qui souhaitent s'engager dans la vie politique malgré évidemment les risques que cela incombe sur le plan personnel, pour changer de direction, pour changer la façon dont le pays est dirigé, la façon également dont le débat public est mené de façon extrêmement violente, en dépit du 7 octobre. Donc je pense que oui, les élections seront déterminantes et révéleront, je pense, permettront, en tout cas je l'espère, l'émergence d'un nouveau leadership dans le pays. Emmanuel Navon, on a parlé du Hamas, on a parlé d'Israël. Il y a aussi dans le plan Trump cette perspective d'une force internationale pour sécuriser à la fois l'accord et qui pourrait aussi avoir un rôle à plus long terme par rapport, par exemple, à la FINUL au Liban. Comment ces forces internationales, au-delà de l'énonciation, elles ont vraiment un intérêt dans la région? Alors, la FINUL, en français, c'est la FINUL, en anglais, c'est UNIFIL, mais ça tombe bien parce qu'en français, ça inclut le mot nul, et cela révèle bien ce que représentent ces forces de l'ONU qui ne servent à rien. On sait très bien que la FINUL a permis au Hezbollah de se reconstituer et d'augmenter son arsenal de façon exponentielle. On ne peut pas compter sur des forces de l'ONU qui sont constituées de pays qui n'ont aucun intérêt dans les conflits locaux et de soldats qui ne vont pas risquer leur vie pour la sécurité d'autres gens d'être efficaces. Donc Israël, je veux dire, l'inefficacité totale de la FINUL a déjà été prouvée. Il n'est pas question de répéter cet échec dans la bande de Gaza. Si certains pays
pas dans le cadre d'un mandat de l'ONU, veulent envoyer des forces armées pour confronter le Hamas, très bien. Mais encore une fois, le problème ici avec ces forces internationales, c'est que lorsque l'on ne défend pas son pays, lorsqu'on ne défend pas sa maison et sa famille, eh bien évidemment, il n'y a pas la même motivation. Donc les soldats en général de ces forces internationales ne sont pas prêts à prendre des risques, à se sacrifier pour d'autres populations. On l'a vu avec la FINUL, mais on l'a vu évidemment avec d'autres forces de l'ONU dans d'autres conflits, depuis la Yougoslavie et le Rwanda, mais dans plein d'autres zones conflictuelles dans le monde. Merci beaucoup Emmanuel Navon, professeur de relations internationales, d'avoir été notre invité ce matin sur